on parle pas à la nouvelle génération d'investisseurs. Moi, je trouve que c'est quand même grave. Quand on peut investir, faut le faire. Faut choisir ses combats. À Paris, la meilleure niche à l'heure actuelle, c'est la résidence principale. L'immobilier, c'est pas censé fonctionner de cette façon-là. Covid, Ukraine, inflation, hausse des taux, ça a été quand même assez brutal. On est un peu entre deux mondes, quoi. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Talk Atypique. L'objectif, c'est vraiment de te montrer, de te faire rencontrer des professionnels qui gravitent autour du monde de l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, on a le plaisir de te présenter Olivier Pontenot, maître Olivier Pontenot, notaire en région parisienne. Salut Olivier. Salut. Bon merci d'avoir accepté notre invitation, on est hyper content avec Alex de pouvoir échanger avec toi et j'ai envie de dire pour commencer peut-être présente-toi en quelques mots, en quelques lignes pour que les auditeurs te connaissent un petit peu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation déjà. Avec plaisir. Donc je m'appelle Olivier Pontenot, je suis notaire à Paris dans le 15e arrondissement, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai commencé en 2004 dans la profession. Je suis associé au sein d'un groupe qui s'appelle Acté Notaire Associés où on est en tout 6 notaires associés avec 3 études en France, donc celle de Paris 15e dont je m'occupe, et également 2 études dans la région de Clermont-Ferrand, à Pont-du-Château et Landes, et au total on est une 50aine au niveau du groupe. Donc j'ai un parcours assez complet dans le milieu du notariat parisien. Ouais, effectivement, j'ai pas mal roulé ma bosse en 20 ans avant de m'associer. Donc j'ai fait ce qu'on appelle dans le notariat de l'acte courant, c'est-à-dire de la transaction immobilière classique pour des particuliers. J'ai aussi travaillé dans l'immobilier institutionnel, donc avec toutes les techniques d'audit pour les portefeuilles immobiliers, les foncières. J'ai aussi pas mal travaillé pour une clientèle de banques privées, donc tout ce qui est transmission de patrimoine, organisation de son patrimoine. Donc, ce qui me donne en fait une vision assez complète du parcours d'un investisseur en réalité, parce que en réalité, à un moment donné, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les actifs, sur l'immobilier, mais à un moment donné, on lève le nez pour se positionner dans son parcours de vie, tout simplement. C'est-à-dire, je me mets en couple, je me marie, je me sépare, j'ai des enfants. Comment tout ça s'organise au niveau de la répartition des biens, de leur transmission, de la fiscalité. Et donc, de faire partie d'un groupe où on arrive à concentrer beaucoup de compétences, ça permet de donner beaucoup de valeur aux clients. Et c'est ce qui fait, je pense, que l'échange d'aujourd'hui va être encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir profiter justement de toute ton expérience. Donc c'est super. Et j'ai envie de lancer un petit peu le podcast avec un sujet dont on parlait en off juste avant de démarrer le podcast. C'est peut-être te demander quelle est ta vision de notaire, justement, qui prend un petit peu de la hauteur sur le marché de l'investissement immobilier aujourd'hui, le volume de transactions, peut-être d'avoir ton expérience de notaire sur le marché tel que tu le ressens en 2024, tout simplement. Le marché immobilier 2024 s'est pas mal transformé dans sa physionomie par rapport à toutes ces années où il y a eu des taux très bas, énormément de transactions, donc un différentiel quand même très important entre les taux d'intérêt et les rentabilités locatives des investissements. Et donc là, ça s'est contracté. Il y a beaucoup moins d'argent en circulation parce que les financements sont plus chers, sont plus difficiles à obtenir. En fait, ce qui a été très difficile, moi, dans ma vision, ça a été la période fin 2022, en réalité. Oui, quand on a su la transition. Oui, parce que en réalité, là, on n'est pas sur des taux historiquement élevés, sur des longues durées. Bien sûr. En fait, c'est le marché pour toi qui s'est régulé parce que le marché était totalement décorrélé. C'est un petit peu l'impression qu'on en avait, en tout cas au niveau du marché qui était excessif. Ou alors, c'est vraiment le marché s'est effondré. Non, je dirais pas qu'il y a un effondrement, mais il y a quand même une correction qui se fait en termes de volume de transactions, de prix aussi, il faut le dire. Mais non, c'est pas un effondrement dans le sens, il n'y a pas de krach immobilier. Est-ce que tu partages un petit peu une vision qu'on a, nous, avec Alex? Je suis curieux d'avoir ton point de vue. C'est que nous, on a tendance à dire que le marché, il est passé de force vendeur à force acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'acheteurs. Donc, les acheteurs font un petit peu plus la loi qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avec les taux très bas, tu vendais
presque n'importe quoi à n'importe quel prix. C'était vraiment le sentiment qu'on avait. Et aujourd'hui, on sent que les acheteurs sont quand même rares et que l'acheteur a la main mise quand même sur la négo et peut quand même un petit peu plus qu'avant négocier efficacement, prendre son temps, etc. quoi. En fait, cette période, c'était un peu une anomalie, quoi, parce que en réalité, l'immobilier, mettre en vente un bien immobilier, on en arrivait des fois où il y a des clients qui mettaient en vente, ils recevaient des offres d'achat par des gens qui n'avaient pas visité, qui disaient je fais une offre au prix. Et en fait, l'immobilier, c'est pas censé fonctionner de cette façon-là. Et d'accord, c'est palpable, il faut se rendre dans le bien, il y a énormément de paramètres exactement. Donc, à un moment donné, ça ne pouvait pas durer éternellement. Donc, c'est vrai que ça a un peu sifflé la fin entre Covid, Ukraine, inflation, hausse des taux. Un ensemble de choses. Voilà, ça a été quand même assez brutal. Mais en même temps, ça n'a pas été non plus trop tard, je trouve. Parce que c'est vrai que si on avait laissé encore quelques années les choses en l'état, là peut-être on aurait eu un vrai krach immobilier. Oui, bien sûr. Donc un vrai impact quand même sur la profession. Vous aussi, vous ressentez aussi un volume de transactions qui est quand même... Ça c'est certain, c'est certain. On sent que le contexte n'est pas facile parce que en fait... ces volumes de transactions ont amené beaucoup d'acteurs sur le marché parce qu'il fallait répondre à la demande. Bien sûr. Et puis là, on revient à des volumes historiques qui sont normaux, mais avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'attentes. Et donc, il y a un ajustement à faire, quoi. C'est vrai pour tout. C'est vrai bien pour sûr. Les agents immobiliers, pour... toutes les professions, de toute façon, qui gravitent autour de l'investissement immobilier sont impactées par ce contexte. Il y a un ajustement. Même le locatif est touché quand on regarde. Quand on voit qu'on passe de taux de 1 à 4%, de toute façon, le locatif et le marché de et puis il y a eu plusieurs paramètres en même temps. On a eu donc une hausse des taux de l'immobilier, ça a commencé peut-être même par là. Ensuite, on a eu une hausse des prix des matériaux, avec tout ce qu'il y a pu avoir avec les conflits avec l'Ukraine notamment. Je sais que moi, je suis tombé en plein dedans quand j'ai fait ma maison. Je me suis pris 30% sur l'acier au moment donné. Donc, il y a eu différents paramètres qui font qu'aujourd'hui, quand tu achetais un bien en 2020 et que tu achètes un bien aujourd'hui en 2024, même si tu l'achètes au même prix, rénovation à faire, etc., tu ne finis pas au même prix. Forcément, c'est des paramètres. Je pense que l'élément à ressortir de tout ça, pareil, on en discutait un petit peu en off de tout ça, mais c'est que, en fait, tout se professionnalise aussi et il y a un gros tri qui est fait par rapport à tous ces éléments compliqués. Parce que, comme dans tout temps de crise, je pense aussi, les seuls qui restent, artisans, notaires, formateurs, bref, ça marche dans tous les sens. Il reste la solidité, quoi. Et je pense que notaire, ça reste quand même pour les personnes qui sont solides, c'est quand même plus dur. Voilà, pour les personnes qui sont encore là, mais au moins elles ont le mérite de rester là. Je crois que j'avais vu une stat sur les agents immobiliers, mais c'était vraiment un truc de malade. Une agence sur deux qui ferme actuellement, enfin des chiffres qui sont assez fous. Donc je pense que ça fait le côté positif de tout ça, c'est que ça fait quand même un tri. Dans ces marchés qui sont un petit peu décorrélés, en général, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'opportunistes, et je dis pas qu'ils ont pas raison, mais pendant cette période un petit peu de hausse, tu pouvais devenir agent immobilier. Aujourd'hui, en étant mandataire, tu peux changer de boulot et devenir mandataire assez facilement. Tu as 2-3 connaissances, tu commences à faire 2-3 ventes, c'est pas trop compliqué, même si juridiquement, parfois, tu connais pas trop les termes. Tu as dû en voir passer, je pense d'ailleurs beaucoup de mandataires, peut-être des personnes qui n'ont pas trop... Ça se développe beaucoup. Et qui finalement, aujourd'hui, sans réseau, sans vraies compétences, tiennent pas sur le long terme en fait. Et tu as vraiment les personnes... ça fait dans tout. Dans les mandataires, ça fait la différence entre ceux qui ont vraiment une assise, un réseau et une volonté aussi de s'accrocher. C'est pareil pour les agents immobiliers. Je pense que c'est le petit. Toute la chaîne. On va dire, dans ce contexte, il y a pas mal de choses négatives avec ce contexte, mais voilà, je pense que peut-être la petite chose positive à retenir, c'est ça, c'est que ça quand même sophistique le marché, que ce soit pour tout le monde, et ça amène un peu plus de professionnalisme, quoi. Et Olivier, tu saurais dire un petit peu en volume de transactions, un petit peu la différence entre avant 2022 et aujourd'hui là en 2024. Je pense qu'il y a un bon moins 20%. Ouais, quand même. Peut-être jusqu'à moins 30 dans certains secteurs. En tout cas, à Paris, à la dernière Assemblée Générale, il parlait de moins 20% en volume. Bon, après, c'est des volumes, et tous les marchés ne sont pas impactés de la même façon. Bien sûr. Par exemple, il y a le marché du tertiaire qui est quand même pas mal à l'arrêt. L'immobilier de bureau. Les promoteurs ont beaucoup de mal en ce moment. Voilà, la promotion immobilière également. Donc, tout ça, c'est des moyennes. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on dit moins 25, il y a peut-être des secteurs qui sont à moins 25, d'autres à moins 40. En réalité. Bon, ça permet déjà d'introduire un petit peu ce podcast et de parler de l'immobilier de manière générale. Après, je pense que tu le sais, on s'était rencontrés. Nous, notre dada avec Alex, c'est quand même la location courte durée et les logements atypiques. Donc, je te propose qu'on y vienne tout doucement. Avec plaisir. Dans ce podcast. Et première question que j'ai envie de te poser par rapport à la location courte durée,
Nous, notre fonds de commerce aujourd'hui, c'est vraiment les villes moyennes, etc. Toi, tu es quand même un expert d'une ville qui est différente, Paris, voilà, qui est complètement à l'opposé. Donc, ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus, sur la location courte durée à Paris aujourd'hui. On entend partout que c'est extrêmement compliqué, etc. Donc, ça l'est sûrement. Mais voilà, quelles sont les règles aujourd'hui pour pouvoir investir en location courte durée en région parisienne? Et je creuserai un petit peu là-dessus avec 2-3 autres. Et aussi, question que je me pose moi, est-ce que tu as des personnes aujourd'hui qui investissent sur Paris et qui te disent on veut faire de la location courte durée? Il y en a beaucoup moins qu'à une époque. Oui, j'imagine. Ouais, oui, c'est beaucoup plus. Les barrières. On parlait des taux, on parlait de l'inflation, des matériaux. Il y a la réglementation qui joue beaucoup aussi. Justement, c'était donc c'est vrai qu'aussi on a franchi on a un cran supplémentaire avec toute la réglementation énergétique, avec aussi la réglementation sur le marché locatif qui a un impact sur le marché des transactions. Et puis aussi, on voit qu'il y a quand même des projets dans les tuyaux aussi pour la location courte durée, que ça soit au niveau national ou que ça soit au niveau local aussi. Parce qu'il y a quand même un impact social qui est très important. Qui peut être positif aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus être dans le Airbnb bashing, parce qu'en fait, ça permet quand même à beaucoup de propriétaires d'avoir des revenus complémentaires, d'investir. Ça fait travailler aussi beaucoup d'entreprises. Ça dynamise ou ça redynamise aussi quand même pas mal de secteurs. Et puis, bien sûr. Donc c'est sûr que voilà, il y a beaucoup de, il y a du. Bon, après il y a des impacts aussi. Alors à Paris. C'est quand même la tendance, elle est plus dans le bashing. Bien sûr, mais je pose la question parce que nous, bien sûr. Je me doutais un petit peu de la réponse. On voulait pas forcément du positif, on le sait, et c'est pour ça que nous on va sur les villes moyennes. Et tu parlais de bashing là sur Paris. Avec Anthony, nous on le partage et moi j'arrive même à comprendre le bashing qu'il peut y avoir sur les Airbnb à Paris, parce qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui n'arrivent pas à se loger. Nous on a une très bonne amie à notre sœur, on voit dans ce qu'elle loge aujourd'hui et le prix qu'elle paye pour Paris. C'est compliqué. Et à côté, tu as des investisseurs qui gagnent de l'argent sur des biens qui pourraient être destinés à des personnes qui veulent vraiment se loger. En soi, entre guillemets, on le comprend avec Anthony. Donc, j'essaye en fait de me mettre à la place d'un auditeur ou d'une personne qui est en région parisienne, qui est un Français moyen, on va dire, et qui se dit je voudrais investir en location courte durée, ça me parle, je suis à Paris. Bon, il a deux possibilités, soit il part sur notre versant et sur notre casquette à nous, on s'écarte un petit peu, ville moyenne, de l'atypique, on en parlera plus tard. Mais voilà, imaginons que quelqu'un veut vraiment investir en région parisienne. Est-ce que c'est impossible? On veut investir à Paris, je suis pas un expert des arrondissements, mais Paris 10e, Paris 11e, bref, peu importe. Il veut investir à Paris. Est-ce que c'est impossible? Et donc avoir un petit peu ton son de cloche là-dessus. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres opportunités, peut-être les locaux commerciaux, ou est-ce qu'il faut vraiment l'oublier? C'est ok dans ce cas-là, entre guillemets, il faut aussi se mettre dans un état d'esprit où si c'est pas possible, c'est pas possible, et on part sur d'autres stratégies. Alors les gros sujets sur Paris, c'est que en fait il y a trois sources de contraintes au niveau réglementaire. Il y a toute la législation sur la copropriété. Où là, c'est ultra local puisque c'est immeuble par immeuble en réalité, chaque règlement de copropriété et puis chaque entre guillemets rapport de force politique dans l'immeuble, Oui, parce qu'il y a le règlement et il y a une instance politique dans chaque copropriété qui est une assemblée avec des votes démocratiques. Il y a toute la législation sur l'usage, le changement d'usage, qui est destinée à protéger l'habitation justement dans les grandes villes, les agglomérations. Là, à Paris, c'est une destination commerciale. On est d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on se place au 1er janvier 70 à l'heure actuelle pour voir si est-ce que c'était de l'habitation ou pas. Donc, si c'était de l'habitation, on va dire qu'entre guillemets le local est protégé au sens où si on veut faire autre chose que de l'habitation dedans, il y a une procédure à suivre avec des compensations à fournir et de l'argent à sortir à la clé pour en faire autre chose. Donc avec tout un processus administratif. Et il y a aussi toute la législation sur la destination en termes d'urbanisme, où là, il faut encore franchir une barrière supplémentaire et que l'utilisation en location courte durée soit conforme. Donc ça va dans le sens de ma question et je me doutais un petit peu de la réponse, mais voilà, quelqu'un qui veut investir en région parisienne, dans les arrondissements principaux, c'est franchir. Pas mission impossible, mais presque. C'est le ticket d'entrée est assez élevé déjà sur le plan financier. Bon, il y a des rentabilités aussi en face, mais le ticket d'entrée réglementaire aussi est de plus en plus
Plus compliqué. Et de plus en plus compliqué à valider. Ouais. Est-ce que les locaux commerciaux sont une fausse bonne idée? Ou est-ce que ça peut être une porte de sortie dans les grandes villes notamment, qui ont une destination plutôt commerciale en général pour le Airbnb, là où nous dans les villes moyennes c'est plutôt considéré comme de l'habitation, ou du moins pour peut-être avancer. Ou du moins, est-ce que tu vois aujourd'hui toi plutôt que d'avoir ton avis, parce que c'est assez est-ce que tu vois aujourd'hui des investisseurs qui investissent dans des locaux commerciaux à destination de vouloir en faire de la location courte durée? Alors il y en a eu, mais c'était avant le durcissement de la législation sur l'urbanisme, là, Okay. où maintenant on crée une niche réglementaire dans laquelle il faut tenir pour vulgariser de para-hôtellerie, quoi. Ok. Oui, donc on entend beaucoup ce terme. Voilà, qui n'est. Alors la législation, on la voit quand même évoluer dans le sens de plus en plus restrictif, totalement. Que ça soit copropriété, urbanisme, même usage, de façon locale. Elle n'est pas encore absolument limpide, quoi. Toujours encore un des flous. C'est-à-dire qu'on la sent quand même évoluer dans un sens de plus en plus restrictif et contraignant pour l'investisseur. Mais il y a des questions qui ne sont pas encore totalement tranchées. C'est sûr. Par exemple, est-ce qu'un meublé de tourisme est dans telle destination, sous-destination commerciale, ou est-ce qu'on peut encore raccrocher ça à de l'habitation s'il n'y a pas trop de services fournis avec? On sent bien que ça bascule. En réalité... c'est en train de bouger. On est un peu entre deux mondes, quoi. Ouais. L'ancien monde s'efface. On arrive dans un nouvel environnement qui n'est pas encore totalement sédimenté. La réglementation évolue. On voit aussi beaucoup de contentieux. Il y a beaucoup de décisions là, qui sont rendues en copropriété, des litiges avec la ville de Paris. Donc ça se dessine, quoi. Oui, ça se dessine pas très positif dans une ville comme Paris. Et alors, je sais pas du tout si tu as des infos par rapport à vos études à Clermont, parce que justement là, vous êtes plus en province. Oui. On connaît Clermont-Ferrand, nous de nom. Est-ce que le son de cloche, est-ce que tu l'as? Et si tu l'as, est-ce qu'il est différent de ce que tu peux retrouver à Paris, justement? Parce que nous, on l'a dans les moyennes villes, Saint-Étienne par exemple, que je considère encore aujourd'hui, c'est une grande ville, mais par rapport à Paris, on est totalement décorrélé. On a une politique totalement différente aujourd'hui, du moins. C'est vrai que c'est très local, en fait, comme réglementation, comme approche. Et c'est un peu un paradoxe, parce qu'en France, on est très centralisé, la loi nationale et tout. Et là, à la fois pour les copropriétés où on est immeuble par immeuble, et à la fois pour les histoires d'usage et d'urbanisme, on est presque ville par ville ou agglomération. Tous les experts avec qui, comme toi, tous les professionnels avec qui on en discute, tu vois, des fiscalistes, des notaires, etc., le son de cloche est toujours le même. C'est vraiment du cas par cas, local. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous, tu vois, on investit dans des villes comme Saint-Chamond, c'est une ville de 36 000 habitants. Moi, quand je leur dis j'ai un appartement en location courte durée, oui, d'accord, je veux enregistrer mon hébergement à la mairie. Ah oui, mais alors je vais m'enseigner pour savoir comment on fait, parce que si tu veux, c'est pas commun. Donc autant à Paris, ils sont rodés, quoi. Ils sont même trop rodés. Mais c'est vrai que dans des villes comme Saint-Chamond, donc c'est vrai que tu disais ce paradoxe qui est fait entre les grandes villes, les grandes municipalités, Paris, Bordeaux, Lyon, où ça dérange, mais tu te rends compte que dans des villes, et moi je vais même aller plus loin, là j'ai investi, alors je suis en cours d'acquisition de 2 locaux commerciaux dans une ville de 17 000 habitants, où pour ramener du monde dans des villes comme ça, il y a des aides qui sont mises en place pour faire des hébergements atypiques, insolites. Je comprends. Ouais. Donc il y a un vrai paradoxe, parce que tu as des villes comme Paris, non, ils veulent plus d'investisseurs, mais tu as d'autres villes qui voient un petit peu leur centre-ville si tu veux, se vider. Et au contraire, ils essayent de faire venir des investisseurs. Après, ils ont des hôtels qui sont pleins. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe là-dessus. Et je pense que c'est ça la notion à retenir de ça. Souvent, les gens se posent plein de questions. Destination, commerciale, habitation, grande ville. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il faut analyser son secteur, sa ville, pour savoir un petit peu les tendances et prendre les bonnes décisions. C'est sûr, parce que quand on analyse la copropriété, par exemple, on a des décisions de cour de cassation. On voit bien que ça évolue quand même dans un sens où c'est plus à basculer vers une activité commerciale, économique que de l'habitation, ce qui n'a rien de scandaleux en réalité, parce que c'est de l'investissement. Mais c'est vrai que de tamponner ça par principe tout le temps de commercial, ça a plein de conséquences. Bien sûr. Très restrictives. Alors après, c'est sûr que je pense qu'il y a plein de contentieux locaux qui peuvent pousser. La Cour de cassation a évolué là-dessus.
Mais moi, ce que j'ai tendance à dire sur les copropriétés, c'est que de toute façon, 95% des règlements sont anachroniques, en fait, de copropriété. Par anachronique, qu'est-ce que... C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été rédigés à des époques où Airbnb, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas Internet, en fait. Déjà, il y a la clause de bourgeoisie qui sauve énormément parce qu'elle n'était pas prévue pour du Airbnb à l'époque. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'était pas. Donc, en fait, on essaie de plaquer des situations sur des documents qui n'ont pas du tout été pensés. C'est ce qu'on dit souvent. Il y a le côté en copropriété, c'est encore plus compliqué parce qu'en copro, tu as le côté réglementaire qui est écrit, mais tu as aussi les copropriétaires à l'intérieur. Ouais. Si demain tu as un copropriétaire que ça dérange que tu fasses du Airbnb, dans tous les cas, il va t'embêter. C'est ce que je dis. C'est sûr. Donc ça peut être soit un contentieux individuel de copropriétaire à copropriétaire, soit un contentieux général s'il le fait avec collectif s'il réunit une majorité. Donc moi, c'est vrai que quand j'ai des investisseurs, j'ai tendance à leur dire prenez en compte cet aspect entre guillemets politique, quoi. Parce que en réalité, si vous sentez que vous arrivez seul dans une copropriété où les gens n'aiment pas ça, qui sont 15 qui vont vous accueillir avec des barbelés, il vaut mieux à la rigueur vous regrouper et avoir quand même du poids politique dans une copropriété, peut-être pas majoritaire, mais si vous arrivez à quand même avoir une minorité importante, c'est mieux d'investir dans un immeuble où il y en a déjà, par exemple, parce que ça rend plus... la majorité sera plus compréhensive vis-à-vis de... Bien sûr. Non, moi, je partage totalement ton avis. Alors, attention quand même, moi, je dis, par rapport aux personnes, s'ils voient qu'il y a de la location courte durée, parce que moi, ça m'est arrivé, je suis allé dans une copro où il y avait 2-3 locations courte durée, mais dans le règlement, c'était pas autorisé. Donc, pas forcément se fier qu'au règlement, qu'au fait qu'il y ait des Airbnb, mais vraiment d'essayer de sonder les voisins, le voisinage, en fait, voir si ça dérange. C'est ça, parce que, en fait, la plupart des règlements, il y a un peu à boire et à manger, quoi, sur le sujet. Il y a très peu qui l'autorisent expressément. Il y en a très peu qui l'interdisent expressément. Totalement. On est toujours dans une espèce à interpréter des choses. Non, et puis ça s'explique et ça s'argumente. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes, et nous, c'est ce qu'on s'efforce de dire à nos élèves, c'est ils veulent cacher qu'ils font de la location courte durée parce qu'ils ont peur des conséquences avant que ce soit lancé. Mais ça, c'est la pire chose à faire. C'est aujourd'hui, j'ai un projet, je vais le partager parce que moi, à chaque fois que j'ai acheté un bien que je l'ai mis en location courte durée, j'en ai informé directement la copro avant d'acheter parce que ça permet de sonder justement les voisins. Et moi, ça a été très bien pris. Jusqu'à même le deuxième appartement, c'est la personne à qui j'ai acheté qui me fait aujourd'hui qui est mon personnel de ménage. Donc, mais je pense que oui, parce que ça peut ramener des capacités d'investissement. Bien sûr, et puis éviter les problèmes. En fait. On prêche un peu pour notre paroisse avec Alex, forcément, mais je le pense sincèrement, c'est qu'aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier que le marché de la location courte durée, on est à la frontière entre du business et de l'habitation, etc. Ça nécessite vraiment des compétences et une manière d'investir qui est différente de l'immobilier traditionnel. Sûr. Et donc, je pense que ça renforce vraiment le fait que moi, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans ce marché-là, et encore plus la location courte durée atypique, comme on fait avec Alex, faut être armé, il faut avoir les bonnes connaissances, ça se fait pas n'importe où, n'importe comment. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Avant, on pouvait se dire j'ai un appartement, je le mets en location courte durée. On pouvait être à Paris, à Saint-Etienne, c'était en 2010, peu importe. C'était le Far West. Voilà. Bon, ça, tu peux juste le faire pendant les JO à Paris. Voilà. Ouais, encore, il n'y a pas de demande apparemment. Et justement, ça permet de switcher sur ça. Donc on attend en effet nous des sons de cloche, pas très positifs finalement par rapport aux JO. Presse, donc voilà, je sais pas si toi aussi, à part la presse, si tu as d'autres sons de cloche, mais qui a priori. Dans l'office, est-ce que vous avez eu un engouement pour plein d'investisseurs où t'entendais parler de tout le monde voulait le basculer en Airbnb? Ça les gens l'ont fait. Hein. En réalité, à Paris, la meilleure niche à l'heure actuelle de location courte durée, c'est la résidence principale, quoi. C'est-à-dire sa résidence principale, on peut la louer 120 jours par an. Et je pense que oui, il y a cette partie qu'on n'a pas. Et je pense que de toute façon, vous êtes tous chez vous moins de 120 jours par an absents de votre domicile. Donc c'est vrai que si déjà on peut exploiter 4 mois par an, il y a des gens qui font des fortunes. C'est ce que j'allais dire. Des fois, tu fais peut-être plus. Ça serait intéressant de faire les calculs, mais en 120 jours à Paris, bien exploité, bien optimisé, tu peux parfois peut-être faire plus que certaines personnes en location courte durée traditionnelle en province toute l'année, quoi. Ça peut fonctionner. Donc il y a des gens, je pense, qui ont envisagé ce biais. Il y a peut-être des gens qui se sont dit je n'ai pas de locataire, je ne vais pas en remettre avant la rentrée prochaine pour profiter de la manne des Jeux Olympiques, et puis qui ont fait de la location courte durée dans une forme d'illégalité temporaire. Parce que, on a entendu que Paris allait fermer les yeux a priori au niveau de la législation là-dessus, que ça allait être beaucoup plus souple. Est-ce que
pareil, t'as entendu parler, pas entendu parler, parce qu'on ça, cloche, c'est voilà, on va fermer les yeux pendant les JO et ça c'est, on est un peu dans le pas vu pas pris quoi. Oui. C'est difficile. C'est pas vraiment une stratégie quoi, parce que ah non, bien sûr. c'est comme. Non, là c'était vraiment Ouais, d'avoir alors. J'ai entendu parler de ça. Il y a rien d'officiel. Moi, ça me paraît. Non, mais ça me paraît cohérent. Voilà, de toute façon, il ne pas tracer tout le monde là. Non, mais sans parler de ça. Et après, pour parler un petit peu plus chiffres et ce qui se passe un petit peu. Alors nous, on a eu l'écho qu'il y a eu énormément de Airbnb qui se sont mis sur les plateformes, sur le marché, que finalement, ils pensaient vendre des prix de nuitée à des prix, ouais, c'est ça. voilà, condescendants, vraiment des prix incroyables. Finalement, c'est pas du tout le cas. Est-ce que t'as cessé son de cloche toi aussi de ce côté-là? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on a tellement fait de pub un peu sur les peu négative là-dessus qu'il y a plein de gens qui viennent d'habitude qui viendront pas. Et finalement, je pense que ça a équilibré les choses entre ceux qui vont venir pour l'occasion, ceux qui devaient venir et qui viennent. Je pense qu'il y a deux choses, moi, en fait, par rapport au contexte actuel, c'est que déjà les JO de Paris de l'extérieur, tout le monde y tape un peu dessus quand même au niveau de l'organisation, le fait que le timing, machin, etc. Donc je pense que toutes les personnes annexes à Paris et même les étrangers sont peut-être un peu plus freinés dans le sens d'aller se lancer sur ce marché-là. Et puis après, c'est l'offre et la demande aussi. C'est-à-dire que même s'il va y avoir beaucoup de monde qui va arriver sur Paris pour les JO, il y a peut-être aussi trop de logements par rapport aux personnes qui vont puis surtout arriver, ce qui s'entendait dire, et c'est là où on parlait de correction tout à l'heure. Aujourd'hui, on avait des investisseurs qui disaient on va louer 10 fois plus cher. Et le prix. Et en fait, c'est ça, c'est que les gens sont pas bêtes au bout d'un moment. Il va y avoir du monde, mais de là à faire x10 sur une nuit, c'est quand même assez décorrélé. Moi, ça me paraît énorme. Et du coup, je voyais des chiffres 80 000 € pour 3 semaines un appartement. Ouais, voilà. Enfin, je me dis, les gens quand même pensent pas. Mais qui peut payer ça en fait? C'est pas non plus. Quand c'est déraisonnable, ça fonctionne pas. Il y a quand même pas 500 000 milliardaires qui vont débarquer pour payer ces prix. Et puis je pense que c'est une sorte de clientèle, la clientèle un peu très riche. On parle du très riche pour pouvoir mettre 80 000 € pour 3 semaines. C'est quand même des personnes qui vont plus à l'hôtel aussi, je pense. C'est plus. Je sais pas après, mais bon, intéressant d'avoir ton retour. Non, mais je pense que on peut pas miser sur. Non, mais évidemment. Sur ce type de. Après, c'est pareil. Non, mais c'était pas de miser, c'était juste. C'est un bonus, quoi. Voilà, non, mais c'était d'avoir un petit peu ton retour si tu avais des sons de cloche. J'ai l'impression que c'est pas l'Eldorado annoncé, quoi. Ouais, voilà, c'était un peu le ressenti. Voilà, c'était plutôt un côté analytique, puisque bien évidemment, c'est pas une stratégie. Nous, quand les gens nous ont dit. Il y a beaucoup de personnes qui misaient là-dessus, limite sur leur année. On leur a dit, va pas acheter un appartement sur Paris juste pour les JO, quoi. C'est bête. Ouais, quoi. Je pense que là, c'est une stratégie d'invest. Opportunisme, ça peut fonctionner. Et j'amène un petit peu tout doucement la discussion sur l'atypique. Moi, il y avait une question que j'avais envie de te poser pendant le podcast qui vraiment de la curiosité pure aussi, encore une fois. C'est que nous aujourd'hui, vraiment, on fait de la location courte durée dans les villes moyennes principalement sur des thématiques avec des love rooms, des suites de luxe, des jacuzzi, des balnéos, des cinémas. Voilà, pour les auditeurs qui nous découvrent peut-être sur ce podcast, c'est vraiment notre spécialité avec Alex. Aujourd'hui, est-ce que tu en vois passer dans les compromis, dans les actes de vente? Est-ce que vous avez des premiers investisseurs qui l'affichent clairement? Moi, ce bien, je vais l'acheter pour faire une love room. Vous en entendez parler des logements insolites, j'achète un terrain pour mettre en place un Tipeee, ce genre de choses. Ou du moins encore en région parisienne ou de votre côté, c'est encore discret, vous l'avez pas encore trop dans les discussions parce que pour aussi expliquer aux auditeurs, donc toi tu es notaire sur Paris, mais tu peux très bien être notaire pour des projets qui se situent hors Paris. Ouais, je pense que c'est important d'expliquer aussi aux effectivement, on n'est pas que local. En réalité, moi, en 20 ans, je vais faire mon ancien. Vas-y. En 20 ans, j'ai quand même vu l'investissement immobilier quand même pas mal se transformer. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé il y a 20 ans, quand même, la culture de l'investissement était quand même beaucoup moins développée, surtout parmi la jeunesse, quoi. Et en fait, on en a été encore à dire, pour emprunter, il faut être fonctionnaire, sécurité de l'emploi, parce qu'on avait grandi dans le chômage, en fait, les gens de ma génération. Et donc, nous, c'était fonctionnaire, CDI, l'entrepreneuriat, c'était un truc parce que 20 ans, c'est lointain, quoi. Moi, j'ai pas grandi là-dedans. Parce que 20 ans, 2004, c'est pas si loin, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est récent, cette mouvance, un petit peu les réseaux sociaux. C'est vrai que moi, je pense que c'est YouTube qui a commencé à transformer la chose avec des communautés qui ont commencé à se former, d'investisseurs. Et j'ai vu arriver effectivement de plus en plus de projets de gens qui arrivaient quand même formés, quoi. Et on passait du studio loué raisonnablement avec un gros apport, pas forcément de volonté de cash flow pour préparer sa retraite ou pour les enfants,
investissement traditionnel vers des choses un peu plus sophistiquées et ambitieuses en termes de rentabilité. Donc c'est beaucoup arrivé par la coloc au départ. Intéressant. Après, il y a eu toute une période aussi où l'achat de locaux commerciaux était tendance, où les gens achetaient avec les taux bas. Bien sûr. Des financements à 1, 2% avec des rentas à 4, 5, 6 en face. Enfin, ça peut être plus. Sur Paris, c'est... mais je parle de Paris. Quoi. Oui, c'est bien. Alors pour nous, c'est pas énorme. Mais le spread était intéressant. Il y avait des banques qui prêtaient et tout. Donc, il y a des gens qui se mettaient beaucoup là-dedans. Et puis, ça a été ça. Des gens qui vont aussi sur des parkings. Bien sûr. Plein de niches un petit peu comme ça. C'est vrai que l'allocation courte durée avec des concepts assez racés, on en voit de plus en plus. Et c'est ma question. Vous le voyez passer dans les compromis, tous les actes que vous pouvez faire, ça arrive un petit peu. Alors en volume, ça reste quand même. Oui, surtout sur Paris. Un petit pourcentage de ce qu'on peut voir sur le marché. C'est cohérent parce que je pense qu'on est au début de mais on les voit. On les voit. C'est des choses, on les voit. Les gens arrivent formés, ils arrivent avec des idées, des concepts et surtout qu'ils ont la volonté de concrétiser. Et je rebondis sur ce que tu dis. Nous, déjà, on est une grosse communauté parisienne, donc ça serait cool que tu vois que t'en aies eu. Mais en fait, l'être humain, finalement, on se rend compte avec le temps, il s'adapte parce que l'investissement immobilier, comme tu disais, il y a 20 ans et même il y a 40 ans, n'est pas du tout la même chose. Moi, je vois à l'époque de nos parents, on va dire en 90, notre père avait 20 ans. L'époque, c'était d'investir dans un bien, tu mettais le strict minimum et c'était le locataire qui faisait tout dans l'appartement et le locataire restait 50 ans. Aujourd'hui, un locataire qui reste 50 ans dans un appartement, regardez, c'est quasiment impossible. Ça se fait plus. Hein. Ça se fait plus. On est passé de beaucoup de location nue à de la location aussi meublée, qu'on voit de plus en plus. Aussi beaucoup pour le côté fiscal, notamment, mais c'est quand même sophistiqué. Et c'est pareil dans le monde de l'emploi. Avant, les personnes travaillaient dans un emploi. Ça a changé. Les mentalités changent. Les mentalités changent. Les financements sont plus ouverts aussi. qu'avant. Et puis il y a cette culture, comme tu disais, peut-être un petit peu d'investisseurs et d'entrepreneuriat qui, aujourd'hui, nous on a investi très jeune, ça reste encore une minorité, mais moins que avant. Tu retrouves beaucoup de gens de notre âge quand même qui ont au moins investi dans leur premier appart. Parce que pour moi, je vois l'investissement déjà avec une résidence principale. Le fait d'investir dans ta résidence principale, c'est un investissement. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment ça. C'était beaucoup plus sacralisé peut-être à l'époque. Ça s'est démocratisé. Ça s'est démocratisé. Je pense. Par YouTube, les connaissances sont rendues plus accessibles aussi. Donc, parce que ce qui fait peur et ce que les gens font que le font pas. Et puis c'est les croyances. Voilà, les croyances. C'est les croyances. Parce que les gens se disent c'est pas possible, c'est pas accessible, ce n'est pas pour moi. Et en fait, quand tu comprends que c'est possible, nous c'est un peu comme ça qu'on est venu à l'investissement immobilier. C'est du moment où on s'est dit, en fait, finalement, encore plus nous dans des petites villes comme Saint-Étienne où les prix d'achat. Moi, mon premier appartement, c'était 32 000 euros, 27 mètres carrés. Donc, ça change beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'à Saint-Étienne, tout le monde se battait pour acheter des appartements, tu vois. Donc, c'est vraiment la culture qui a évolué et c'est de se dire, ok, je peux acheter de l'immobilier, je peux investir, etc. Ouais, c'est vrai que on voit quand même cette transformation. Moi, je trouve que c'est positif. Et puis, on voit aussi quand même que les gisements de rentabilité, c'est de plus en plus difficile à extraire, Je pense que c'est pour ça qu'Alex parlait de mutation. Nous, aujourd'hui, on en est convaincus, mais aussi par les faits, parce qu'au même titre que toi, tu disais que tu avais du recul un petit peu dans ta profession par rapport à tout ce que tu avais pu faire. Nous, on a quand même essayé de toucher. Tu n'as jamais touché à tout, mais on a quand même fait justement de la colocation, de l'immeuble de rapport, de l'achat-revente, des locations classiques, nues, meublées. Donc, on a vu un petit peu ce monde-là et ces investissements. Quels étaient les avantages, les inconvénients. Et aujourd'hui, c'est factuel et il ne faut pas avoir honte de le dire. Et je pense que nous, on a aussi cette responsabilité-là avec Alex en tant que formateur et accompagnateur. Si quelqu'un veut du cash flow, parce que quelqu'un qui veut un investissement en bon père de famille ou patrimonial, qu'il accepte d'avoir un cash flow négatif ou qu'il accepte de capitaliser dans le temps, c'est une chose. Mais quelqu'un qui veut du cash flow positif, aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Avec très peu d'apport. Avec très peu d'apport en plus. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on croit beaucoup en ces positionnements sur les villes moyennes où les gens ont tendance à les voir un petit peu négativement, où les prix d'achat sont encore faibles. La législation est faible aussi. Et on peut apporter de la valeur, faire de l'atypique, des choses qui sont un petit peu dans l'air du temps. Ça permet justement de continuer cette mutation un petit peu d'année en année. Et je pense qu'aujourd'hui, le virage, en tout cas, il est sur la rentabilité sur ces investissements atypiques. Mais c'est des marchés qui sont totalement différents. Aujourd'hui, une personne qui investissait dans un appartement et qui ne mettait même pas une kitchenette dans le bien n'est pas du tout le même investisseur qu'aujourd'hui une personne qui va faire de la location courte durée, encore plus atypique. On en parlait tout à l'heure, on frôle avec du business, donc il faut être
Il faut être armé, il faut savoir aussi les risques, les avantages certes qui sont le cachot, mais les risques parce qu'on est sur des projets qui sont quand même pour le coup assez atypiques et c'est pas donné à tout le monde d'aller faire ce type. Puis c'est beau. Je pense que c'est beaucoup d'investissement personnel, quoi, de temps, d'énergie. Oui, on l'automatise au maximum, mais c'est sûr que ça sera toujours plus énergivore qu'une location à l'année avec un locataire qui va rester pendant 10 ans. Quoi, nous on a un petit immeuble en province toujours. On l'a racheté, c'est que du nu, donc avec des locataires de longue date. Pour te dire, nous ça tombe tous les mois sur le compte, donc on est sur de l'autofinancement pur sur ce type de projet, mais vous avez quand même l'effet de levier de l'immobilier. Si tu veux, on capitalise, mais on le sait que c'est un projet pour capitaliser. On n'attend pas de ce projet pour gagner de l'argent mensuellement. C'est vraiment de l'autofinancement. Et c'est pour ça que je précise. Vas-y, Alex. Mais par contre, c'est un projet où on l'oublie presque parce que c'est rodé, quoi. Vraiment, les locataires connaissent mieux les lieux que nous. Par contre, quand tu fais de la typique, ou de la location courte durée, déjà il y a eu un gros travail de préparation, de travaux, etc. Ce qui n'est pas le cas quand tu rachètes un immeuble totalement loué. Il y a toute une partie après process, gestion à mettre en place et suivi au quotidien quand même. Mais bon, c'est pas la même chose aussi en termes de revenus. Donc ça dépend c'est ça. On n'a rien sans rien, je pense. Voilà, ça dépend ce qu'on veut. Sûr, question qui m'intéresse, Olivier. On l'avait pas noté dans les questions. Est-ce que tu es investisseur, toi? Est-ce que tu as acheté de l'immobilier? Ouais, j'ai fait de l'immobilier. Des fois, j'ai un biais immobilier quand même. Dans ce que je fais. Alors, déjà, j'ai ma résidence principale. Ça, j'habite à Paris avec ma femme. J'ai investi aussi dans les murs de nos études en Auvergne, à Clermont-Ferrand, non, Paris. C'est plus difficile d'accès. Donc pas à Paris, mais à Clermont-Ferrand. Après, j'ai un petit 3 pièces qu'on loue en meublé à l'année à Nice. D'accord. C'est une ville avec laquelle j'ai beaucoup d'attaches familiales. Et puis j'ai un autre investissement aussi là que je suis en train de finaliser à côté de chez moi à Paris. Intéressant. Locatif, meublé, longue durée, quoi. Parce qu'en fait, moi je veux toujours l'effet de levier de l'immobilier, mais j'ai pas suffisamment de temps pour exploiter. Bien sûr. Donc, il faut choisir ses combats, quoi. Et justement, on sort un petit peu. C'était hyper intéressant et on n'est pas frères pour rien parce que j'étais en train de me dire que je voulais poser cette question à Olivier sur savoir s'il était investisseur. Donc, ça s'est bien retrouvé. Pas mal d'immobilier, puis j'ai investi dans mon entreprise aussi. Bien sûr. Et justement, tu parles de ton entreprise. C'est hyper rare aujourd'hui d'avoir un notaire qui prend de son temps pour discuter avec des investisseurs comme nous, avec Alex, qui est présent aussi sur les réseaux. Donc parle-nous peut-être un petit peu aussi, ça peut être intéressant, de ta digitalisation et de comment c'est venu toi, parce que tu es surtout connu sur LinkedIn, si je dis pas de bêtises. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial digital. C'est intéressant de savoir. En fait, c'est un peu qu'est-ce qui amène un notaire à venir là-dessus. C'est un peu un accident en fait au départ. J'ai toujours aimé l'informatique. J'avais monté une start-up quand j'étais plus jeune. Enfin, j'avais investi. On était avec mon père, mais c'était dans les objets mobiles communicants à l'époque. Il n'y avait pas de CIO à l'époque, c'était PDG, etc. C'était un autre monde. Ça n'a pas fonctionné. En fait, c'était peut-être trop en avance, quoi, parce qu'en fait, il n'y avait pas encore les smartphones, etc. Et on avait du mal à fabriquer des prototypes. Pas le bon timing. Donc voilà. Et donc après, je me suis lancé à fond dans mes études de droit, dans le notariat, etc. J'ai toujours aimé l'informatique, la technologie, mais je n'avais pas du tout pris le train des réseaux sociaux. J'étais resté un peu traditionnel, quoi. Et en fait, c'est le Covid, en réalité, parce que moi, j'ai racheté mon entreprise quelques jours avant le confinement. Là. Et donc, je me suis retrouvé avec beaucoup d'engagements financiers à l'étude, mais bloqué à la maison, quoi. En fait, sans revenu et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, écoute, il faut que tu prennes le train du digital, vois ce qui se fait, etc. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui pouvait se faire dans le digital en général. Quoi. D'accord. Et en réalité, donc je me suis dit au départ, très basique, je me suis dit, je vais aller sur les sites américains, aux US, je vais voir ce qu'ils font, je vais copier, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai découvert un truc incroyable, rien. En fait, j'avais rien trouvé de fou, quoi. Okay. Et en fait, c'était des sites un peu mal foutus ou un peu plats.
Et je me suis dit, en fait, c'est une industrie qui n'a pas trop pris le virage complètement. Entre guillemets, l'e-commerce, le digital, etc. Quoi. Même là-bas, c'est resté assez... Voilà, il n'y avait pas de gros influenceurs américains. Moi, j'imaginais qu'ils avaient déjà tout fait. Quoi. Oui, en notaire, quoi, tu veux dire. Ouais, voilà. Et donc après, les réseaux sociaux, j'en avais une image assez négative. Pour moi, c'était, beaucoup, je pense. C'était un truc assez superficiel, etc. Mais j'ai quand même commencé à m'y intéresser. Puis j'ai vu que LinkedIn, c'était quand même le truc le plus pro, le plus accessible. Puis c'était le moment où ça pivotait de plateforme d'emploi à un réseau social avec plus de contenu. Quoi. Ouais. Et donc c'est là, je me suis dit vas-y. Donc j'ai fait des masterclass, j'avais du temps quoi. Donc j'ai fait des tutos et tout. Et donc là j'ai découvert un univers que je connaissais YouTube tout ça, mais j'imaginais pas la richesse de ce monde-là quoi. Quand c'est utilisé à bon escient, c'est incroyable. Trouver sur chaque truc. Là, vous voyez, tu vois le micro. Tu peux savoir si tu as un problème. Il y a forcément un type qui t'a fait un tuto pour dire tu vas trouver la vis. Exactement. Et donc, voilà, je me suis lancé là-dedans. J'y ai cru. J'ai commencé à publier. Et après, j'ai mis 1 an à percer. Quoi. Ouais. D'accord. Et tu t'y es pris, je pense, un peu, parce que moi, je suis un peu tes posts de passion, je pense un peu aussi après. Ouais, faut aimer ça. Hein. Ouais, faut aimer ça, hein, parce que nous, on le voit bien avec Anthony, et aujourd'hui, voilà, nous, c'est ce qui fait notre visibilité, mais ça reste un travail. Donc, pour moi, soit tu le subis, soit tu l'apprécies. Et en général, quand tu le subis, tu tiens pas longtemps, parce que soit on n'a pas la discipline, et les gens le sentent. Ouais. Franchement. Et aujourd'hui, parce que c'est quand même le nerf de la guerre aussi, c'est une activité accessoire où tu prends plaisir à le faire. Ouais. Simplement sur ce versant-là, plaisir, partage, etc., ce qui peut être le cas de certaines personnes, où tu as vraiment vu aussi un réel impact sur ton business. Il y a un impact, il y a un impact. Je pense que oui, il faut que les choses prennent le relais d'une autre. Au départ, on a eu une intuition, on y croit, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Après, il faut quand même qu'il y ait une audience qui se crée, parce que si on reste trop confidentiel, au bout d'un moment, forcément, on se décourage. Il faut qu'il y ait des retours aussi pour l'entreprise. Et puis, il y a aussi la passion qui prend le relais sur la durée. C'est-à-dire que j'aime ça. Quoi. Je pense que donc, c'est une conjonction de choses. Et oui, c'est un vecteur d'opportunité. Je pense. Regarde, aujourd'hui, nous, on s'est rencontrés par Jérémy. On ne se serait pas connus. Voilà, exactement. Et Jérémy, lui, m'a invité. On s'est retrouvés à un petit déjeuner une fois, l'inauguration, le lancement, je crois, d'une start-up dans laquelle Mamadou Sakho, le joueur de foot, est associé. Okay. Donc déjà, j'ai été invité à ce petit-déj parce que j'étais sur les réseaux. D'accord. Après, j'ai discuté avec Jérémy, mais lui, il avait déjà vu de mes posts sur les réseaux, donc il m'a invité. Donc après, j'ai fait le podcast. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai fait le podcast chez lui, c'est qu'il avait déjà fait c'est du lourd son podcast. Ça fait un bail. C'est super. Non, mais bien sûr. C'est le petit poisson qui fait. En plus, tu es son notaire, je crois, sur son projet. On a travaillé ensemble, sur des projets, effectivement. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que il fait 120 épisodes. Il a déjà une grosse communauté et il me dit, j'ai jamais invité de notaire. Et là, ça m'a fait un choc quand même. Je me suis dit, en fait, on parle pas à la nouvelle génération d'investisseurs. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même grave. Parce que, en réalité, vous, Jérémy, tout cet écosystème, dans 15 ans, c'est vous qui ferez le business, quoi, en réalité. Et nous, ça veut dire qu'on n'a pas de vecteur pour montrer à ces gens-là, alors que ça soit au quotidien, quand on travaille avec eux, soit sur le digital, on met pas en avant la valeur qu'on procure. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, aujourd'hui, moi je le ressens vraiment, il y a une fracture entre la jeunesse qui consomme mais totalement différemment le contenu de l'ancienne génération. Moi je vois nos grands-parents, c'est le journal, c'est la télévision, etc. Aujourd'hui, un jeune, il se met pas devant le 13h. Il se met Netflix, il se met les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que les politiques aujourd'hui sont tous. Alors je veux pas parler de politique, mais ils sont tous sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, en n'étant pas sur les réseaux sociaux, vous coupez de. C'est pas volontaire de leur part, je pense, mais ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Il faut être visible aujourd'hui et la jeunesse représente, et la jeunesse, j'y vais même jusqu'à 30 ans aujourd'hui. Et on sent vraiment que ça bouge et il y a un vrai besoin. Tu vois, tu parlais des jeunes investisseurs. Une des grosses problématiques que peut rencontrer un jeune investisseur, c'est de se dire
Aujourd'hui, qui va m'accompagner? Est-ce que mon notaire va me comprendre? Parce qu'un notaire, c'est quand même un élément clé dans un projet. Et je trouve que c'est super que tu puisses te digitaliser parce que ça donne l'accessibilité à des personnes qui... Et puis tu parais un petit peu moins, ça désacralise un petit peu aussi parce que les gens se disent, Olivier, ils ont l'impression quand ils voient tes posts au quotidien de te connaître en fait. Et de se dire, c'est ça. Ça crée de la proximité. Ça crée de la proximité. On gagne du temps dans la mise en place d'une relation, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais le positionnement est top là-dessus. Et c'est génial, je pensais pas que c'était arrivé comme ça. On peut le dire en rigolant, mais c'est certainement peut-être le notaire le plus suivi de France, je pense, ou avec quand même peut-être sur LinkedIn, sur LinkedIn aussi, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, sur LinkedIn, je dois avoir 43 000 abonnés. Bon, les abonnés, si on fait pas de vues, ça veut pas dire grand-chose, mais je fais quand même pas mal de vues. Il y a de l'engagement, quoi. Il y a de l'engagement. Bien sûr. Il y a de la fréquence. Je suis sur TikTok aussi, j'ai 18 000 abonnés. Non, mais c'est super. Insta, j'ai jamais réussi à percer. Voilà. Je sais pas si vous avez un secret, mais on pourra en parler peut-être. On pourra faire un autre podcast. Non, je pense que chacun a son audience et comment dirais-je, le marché qui lui va bien. Tu vois, nous c'est Instagram, nous LinkedIn, on est très peu présents et ça colle moins à notre image aussi, je pense, et ce que veut le voir de nous. Toi, c'est LinkedIn, tu vois. Ça n'empêche pas que tu vois sur TikTok, tu peux un peu craquer le game. Parce que je fais de la vidéo, voilà. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai un peu pu profiter de ce que j'avais fait sur LinkedIn. Mais Insta, c'est d'autres codes. Et puis, je pense qu'il faut une fréquence de publication. Puis, voilà, c'est un rapport entre le temps qu'on passe et à un moment donné, c'est... Si après, tu peux, entre guillemets, enlever de la charge de travail sur l'étude et te focaliser plus dessus. Moi, j'ai aucun doute que tu auras des résultats. Mais après, c'est la balance entre ce que j'ai envie de faire par rapport Parce qu'après, sinon, faut investir dans des community managers, tout ça. Voilà, c'est ça. Oui, parce que toi, aujourd'hui, sur LinkedIn, c'est toi qui fais tout. Je suis quasiment en autoproduction. Sur l'écriture, je suis en autoproduction. Sur la création de contenu vidéo, j'ai mon ami Johan Robert Paris qui m'aide beaucoup. Il est avec moi depuis le départ, c'est un ancien de chez TF1. Donc il m'aide beaucoup quand même sur à la fois la ligne éditoriale, les montages. Parce qu'on fait quand même des montages quali qui ne sont pas d'un niveau professionnel, mais c'est quand même, on fait certains trucs quand même sympas. Mais après sur l'écriture, c'est vraiment ma ligne éditoriale, c'est moi qui écris. C'est ce qui marche. Mais c'est vrai que c'est un travail. Et puis on découvre une demande. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé au début, je me suis dit est-ce que je vais être ridicule, je vais être la risée du truc et tout. J'avais peur au début. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui te regardent. À mon avis, dans la profession, je suis pas dans la tête des notaires mais je pense que je serais notaire, je verrais ça, je me dirais plutôt, et là il est en train de prendre un virage très sérieux. Je pense que ça va amener une vague, à mon avis, aussi dans le futur. C'est le côté un peu entrepreneurial du notaire, et c'est cool d'avoir d'autres aspects. Je pense que il faut parler à toutes les générations. Les anciens sont plus lecteurs, les jeunes sont plus visionneurs. Il faut qu'on parle à tout le monde. Moi, je vois que quand même il y a pas mal de notaires, qui maintenant publie, ça me fait plaisir. T'as été ouvert l'initiateur. C'est bien. Il faut toujours quelqu'un qui montre un petit peu le. Voilà, et puis après, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais forcément communiquer. Est-ce qu'un notaire a des détraqueurs et des haters, tiens? Ça, c'est intéressant. Ça m'est arrivé, d'avoir. Parce que nous, c'est plus commun, entre guillemets. Je pense que c'est inhérent aux réseaux sociaux. Alors, au début, ça m'a quand même. Bon, après, on peut peut-être être maladroit au départ. Faut reconnaître que des fois, quand on commence à définir sa ligne. Maintenant, j'ai 4 ans de métier sur ce truc-là, donc j'ai quand même des repères. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je défrichais une terre où il n'y avait rien de vraiment très structuré. Donc, jusqu'où on va, comment on le formule, peut-être que il faut s'accorder quand même un droit à l'erreur, à la maladresse parfois, savoir faire son autocritique. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, mais ça me paraît normal. On assume forcément un positionnement. Et puis peut-être que des fois, c'est moi qui suis allé trop loin. Même pas, mais c'est que c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, alors il faut rester quand même dans une certaine image. On a la réglementation aussi qui est importante. Voilà, il faut pas non plus dévoyer, parce que le
le mot notaire, c'est presque une marque, quoi. Tu vois ça, bien sûr. Voilà, et je pense comme que Karcher, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça. Mais comme nous, on fait très attention à ce qu'on dit aussi. Mais comme toi, je pense que ça l'est encore plus. Et il y a le côté réglementaire. Mais on avait un ami à l'époque qui était clerc de notaire, je crois, et il pouvait pas dire ce qu'il voulait. Je crois qu'il pouvait pas avoir de compte, même à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'est. Ça a évolué, j'imagine. C'est culturel aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même une culture du secret professionnel, de la discrétion. Mais en même temps, on a besoin de savoir. On peut pas s'en passer parce que sinon, on va rétrécir, je pense. Oui, c'est certain. Non, mais c'est top, hyper intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et peut-être pour arriver sur la fin tout doucement de ce podcast, qui était très cool, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu aurais peut-être, juste pour le mot de la fin, entre guillemets, un conseil, les bons tips d'Olivier pour aujourd'hui se lancer sereinement sur un projet d'investissement immobilier, peu importe de tout ordre, mais peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Voilà, un conseil que tu donnerais à un jeune ou moins jeune investisseur qui souhaite se lancer dans l'investissement immobilier aujourd'hui, de par ton expérience aussi et de ce que tu as l'habitude de voir au quotidien. Ouais, moi ce que je pense, c'est qu'il faut être très méthodique, hein, en fait, hein, dans l'immobilier. Il faut vraiment avoir entre guillemets une routine d'investissement qu'on se constitue et puis qu'on perfectionne, hein, au fil du temps. Je pense qu'il faut à la fois, c'est des conseils assez basiques, il faut à la fois se diversifier, je pense, peut-être avoir plusieurs types d'investissements, des investissements peut-être avec moins de cash flow, profiter quand même de l'effet de levier de l'immobilier. Ça peut être tout simplement une résidence principale, hein. C'est vrai que moi, quand je vois les gens dire n'achetez pas votre résidence principale, moi je trouve que c'est pas un bon conseil de conseiller ça à quelqu'un. Enfin, il y a un moment pour l'acheter, mais par principe de jamais l'acheter, pour moi, c'est une folie, quoi. Je suis un peu du même avis là-dessus, moi. Ouais. Pas la faire à tout prix. Non, mais il y a les moments, effectivement. T'es jeune, t'as 25 ans, t'es à Lyon, t'as pas beaucoup de moyens. Parce qu'en fait, moi, pour avoir vu des parcours de vie assez divers, en réalité, quand on peut investir, je pense qu'il faut le faire. Parce qu'on ne sait pas si demain, on aura la capacité de le faire. Totalement. C'est-à-dire que demain, là, la hausse des taux, ça exclut plein de gens des financements. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de carrière, un problème perso, un divorce, etc. On peut se retrouver coupé de ses capacités d'investissement pendant plusieurs années. Et si on ne l'a pas fait quand on avait les capacités de le faire, en fait, les investissements, on s'en éloigne. Alors que si on en a déjà fait, même si pendant une période on n'investit pas, ceux qu'on a déjà fait vont continuer à tourner. Donc, il faut vraiment avoir cette culture de l'investissement, avoir aussi cette routine, quoi. C'est-à-dire que si on choisit de se spécialiser sur un segment, vraiment être méthodique, quoi. Se dire, moi j'ai mon canal d'investissement, l'offre je la fais comme ça, je contractualise comme ça, je regarde telle chose. Mon sujet. Voilà, c'est ça. Parce qu'en réalité, si on ne s'investit pas assez dans tout ce qui est légal, juridique, que ça soit sur l'investissement lui-même, que ça soit dans sa vie perso, à un moment donné, on le paye en réalité. Et en fait, le truc, c'est que c'est une matière où les conséquences, elles sont différées. Ouais. C'est-à-dire que si tu te mets en portefeuille quelque chose où il y a un problème ou qui n'est pas suffisamment qualitatif, tu ne vas pas le voir sur le moment. Tu vas pouvoir faire du cash flow, ça va bien se passer à la détention, mais tu vas avoir potentiellement un problème plus tard dans l'exploitation ou au moment de la revente. Ou au moment où tu vas transmettre, ou au moment où tu vas te séparer, parce que sur le plan perso, tu n'as pas bien géré tes relations financières dans ton couple, ou la mise en société avec tes associés si tu as fait un tour de table. En réalité. Donc, en réalité, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par le mirage de dire le légal, c'est de la paperasse, c'est un truc que je vais écraser, et je vais faire ça comme ça, sur une plateforme, au rabais. Parce que si on aborde ça que sous l'angle des coûts, en fait, à long terme, c'est un mauvais choix. En fait. Je comprends. Je pense que c'est un très bon. C'est un conseil, c'est un avis de notaire. Hein. Non, hyper pertinent. Et je pense que ça pourra en aider plus d'un au travers de ce podcast. Moi, en tout cas, ça me parle. Et je bois tes paroles par rapport à tout ça. Ça me paraît très, très pertinent. Donc, moi, j'ai fait le tour un petit peu des questions que j'avais pour toi, Olivier. Je ne sais pas si toi, Alex. C'est parfait aussi. Il y a autre chose. Donc, encore une fois, merci. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était un super moment. Du gros contenu aussi. Plein de réussite dans vos
projets également. Ben, c'est partagé. Écoute, avec peut-être une ascension sur Instagram alors là pour les prochains. Ouais, mois. Je me mets pas la pression. C'est ce qu'on te. Et vous sur LinkedIn, hein. Et nous sur LinkedIn. Avec, ça serait cool. Ouais, de pouvoir toucher cette audience. Bon, et pour conclure ce podcast, à toi qui nous regarde, si ça t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça nous motivera avec Alex pour inviter de nouvelles personnes et à te les faire découvrir dans ce talk atypique. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires justement s'il y a d'autres intervenants que t'aimerais voir, que t'aimerais qu'on invite. Et nous avec Alex, on te dit à très vite pour de nouveaux contenus.